Bonjour chers voyageurs en terre du milieu, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Silmarillion. Nous sommes au l'épisode 15 qui traite du retour d'Enoldor. On va retourner voir Fëanor et sa famille après avoir voyagé un petit peu en terre du milieu. Là ça y est, on va voir un petit peu ce que Fëanor va faire. Et puis on est aussi sur un chapitre un petit peu compliqué, donc ne vous en faites pas, accrochez-vous, ça va aller, tout va bien aller. On commence comme d'habitude par le résumé, puis l'analyse et puis l'histoire éditoriale. Donc c'est parti pour l'analyse. On est au chapitre 13 de du Quenta Silmarillion, publié dans le Silmarillion. Je rappelle toujours qu'il y a les Inulindale et la Vala Quenta qui sont les deux premiers chapitres entre guillemets du Silmarillion, mais quand on parle de la Quenta Silmarillion, ici, le retour d'Enoldor est 13e chapitre. Et ce chapitre, on retourne voir ce qu'il se passe quand Fëanor est arrivé en Terre du Milieu. Parce qu'on l'avait quitté là sur les rivages de la Terre du Milieu. Là, on reprend la suite de l'histoire. Alors, Fëanor et les Noldor qui l'accompagnaient vont remporter ce qu'on appelle la bataille sous les étoiles contre les forces de Morgoth. Alors, dépassant ses troupes à la poursuite de l'ennemi en fuite, Fëanor va être mortellement blessé par un certain Gothmog, le seigneur des Balrogs. Avant de mourir, Fëanor va maudire Morgoth et va charger ses fils, ses 7 fils, de tenir leur serment et de récupérer les Silmarils et surtout de venger sa mort. Là, Fëanor vient de s'éteindre et les elfes vont être dans la région qui s'appelle le Mithrim, où les Noldor vont rencontrer les elfes gris, donc les Sindar, qui n'ont donc jamais quitté la Terre du Milieu et croient qu'en fait, là, les Valar leur ont envoyé des secours en fait. Morgoth va envoyer des messagers aux Noldor, reconnaissant sa défaite, et va leur proposer des sortes de conditions pour une sorte de négociation. Et il va même leur proposer un Silmaril dans la négociation. Maedhros, le fils aîné de Fëanor, tenu par son serment, va accepter une rencontre pour discuter justement de tout ça. Mais évidemment, les deux camps arrivent en nombre supérieur à celui convenu et Maedhros est pris dans une embuscade et va finir suspendu au bord d'un précipice d'une montagne par un bracelet d'acier. Donc il faut l'imaginer vraiment avec un bras qui est accroché à des menottes et il est dans le vide. Alors, tandis que Fingolfin et son armée, ceux qui sont en train de traverser les glaces, parce que oui, Fëanor, rappelez-vous, devait renvoyer les bateaux pour son demi-frère et les autres Noldor. Il a mis le feu au bateau. Alors son autre frère, Fingolfin, a décidé de passer par le nord de la Terre du Milieu, par une grande étendue de glace et de neige. Et voilà que lui, bien en retard, arrive enfin en Terre du Milieu. Et donc Fingolfin et son armée marchent ici vers ce qu'on appelle la région donc, du Mithrim. Et le soleil se leva flamboyant à l'ouest. Fingolfin déploya ses bannières bleues et argentées, sonna du cor, et des fleurs jaillirent sous ses pas, et l'âge des étoiles s'acheva. Parce qu'au même moment où Fingolfin pose un pied sur la Terre du Milieu, rappelez-vous, les arbres avaient été détruits, mais ça y est, le soleil vient de briller pour la première fois. Donc vraiment, tout est mis pour que Fingolfin apparaisse comme le grand sauveur. Les serviteurs de Morgoth, voyant ça, vont s'enfuir à Angband, et les deux armées des Noldor campent de part et d'autre du lac Mithrim. Donc Fingon va voir qu'il y a l'armée de Fëanor, de feu Fëanor, vous l'avez, et l'armée de Fingolfin, et l'entente là, c'est pas ça. Donc Fingon, le fils de Fingolfin, va essayer de penser la querelle entre les deux armées, entre les Noldor finalement, et avec l'aide de Thorondor, le roi des aigles, il va aller libérer Maedhros qui, je le rappelle, pendouille sur la montagne. Voilà. Donc il va libérer Maedhros en lui tranchant malheureusement la main au-dessus du poignet parce qu'il ne sait pas ouvrir le bracelet d'acier. Et donc Maedhros, face à cette action, c'est censé être lui le haut roi des Noldor, parce que c'était Fëanor qui était le roi des Noldor. Théoriquement, c'est par ordre généalogique, Maedhros devrait l'être. Et là, Maedhros va faire quelque chose, c'est qu'il va reconnaître son oncle, Fingolfin, comme le roi de tous les Noldor à ce moment-là. Donc, ce n'est plus le fils de Fëanor qui devient le roi des Noldor, mais c'est le frère de Fëanor. Donc là, Maedhros vient de faire quelque chose d'exceptionnel.
Et cela permet en fait d'unir les Noldor qui vont monter la garde face à Angband. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des Sindar, les elfes gris, ceux qui ne sont pas allés en Valinor et qui ont vécu en Beleriand. Rappelez-vous, il y a le roi Thingol et son épouse qui est une Maia qui s'appelle Melian, qui sont là. Pas loin dans la région qu'on appelle le Doriath. Et le roi Thingol, là, il va se méfier du retour des Noldor et il va juste autoriser les enfants de Finarfin les proches de Finarfin, à franchir la barrière qui protège son royaume. Les enfants de Finarfin, petit rappel, nous avons donc Fëanor, son demi-frère Fingolfin et son autre demi-frère Finarfin. Finarfin, c'est le père de Galadriel. Et donc, Galadriel, va pouvoir aller en Doriath, mais voilà. Puisque ce sont les proches des enfants de Finarfin qui peuvent venir voir Thingol, Thingol va envoyer des messages aux Noldor, par l'intermédiaire d'un des fils de Finarfin, donc d'un des frères de Galadriel qui est Angrod, et va leur dire, moi je suis le seigneur du Beleriand, moi Thingol je règne sur le Beleriand, vous pouvez vous installer là. La plupart des Noldor, dont les fils de Fëanor, s'offusquent un petit peu des paroles en se disant pourquoi il nous dit où on peut aller se mettre, on est des Noldor nous, on va où on veut, grosso modo c'est un peu ça. Mais Maedhros va quand même conduire ses frères vers l'est et avec leurs suivants va s'installer dans côté de l'est du Beleriand, pas loin notamment des nains qu'ils vont finir par rencontrer. 20 ans après que le soleil se soit levé, donc que Fingolfin ait posé le pied en terre du milieu, Fingolfin va organiser une fête des retrouvailles en présence de plein d'elfes. Donc on a les Sindar, on a les Nandor, donc les elfes verts, on a donc les Noldor. Mais là, on va dire que pas tous les peuples sont là, il y a que des représentants, on va dire, pour certains peuples, dont Mablung et Daeron pour Thingol. À cette époque, il faut voir que beaucoup de Noldor ont déjà appris le Sindarin. Lors de cette fête, des serments vont être prêtés. Et finalement, les années, là, ça commence à se suivre, on va dire, sans encombre. Morgoth ne fait plus rien. Mais voilà que, alors que 30 ans viennent de passer, 20 ans viennent de passer pour la fête, voilà que 30 ans après, Ulmo, Poséidon version Terre du Milieu, va envoyer un message en sorte de rêve à Turgon, le fils de Fingolfin, et à Finrod, son cousin, le fils de Finarfin. Et là, en fait, si vous voulez, Turgon et Finrod vont avoir cette sorte de rêve, de vision, qui va les inciter à chercher un refuge, quelque part, à faire, si vous voulez, leur bastion à eux, bien caché. Finrod, le frère de Galadriel, et Galadriel vont rendre visite à Thingol, puisque enfants de Finarfin sont les seuls à autoriser à venir. Et là, Finrod va prendre la décision de construire une forteresse souterraine qui ressemble à la cité de Thingol. Et Thingol va lui suggérer de bâtir la ville de Nargothrond dans des grottes creusées dans les profondes gorges du fleuve Narog, qui est un petit peu plus à l'ouest. Les nains vont aider Finrod à construire sa cité. Et les nains vont confectionner un collier qui s'appelle le Nauglamir, qui veut dire le collier des nains. Un artefact assez important. C'est à ce moment-là que Finrod va aussi avoir le nom de Felagund, qui veut dire, si vous voulez, le creuseur de grottes. Voilà, c'est pour ça qu'on parle souvent de Finrod Felagund. Galadriel, elle va résider au Doriath parce qu'elle a rencontré Celeborn, un parent de Thingol. Si je ne m'abuse, c'est genre un petit-neveu dans l'arbre généalogique. Et donc, elle tombe amoureuse de Celeborn. Et elle va vivre au Doriath. Elle va apprendre énormément de choses avec Melian. Melian, qui, je le rappelle, est une Maia. Donc vraiment, on est sur un bon truc. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'Ulmo a envoyé la vision d'un refuge à Finrod, et c'est comme ça qu'il va bâtir Nargothrond. Il y avait son cousin Turgon qui avait eu une vision aussi. Et Turgon, lui, il va découvrir une vallée cachée, qui s'appelle Tumladen. Et là, il commence déjà à avoir un plan de la cité qu'il bâtira là-bas. Peut-être que certains d'entre vous savent déjà
quelle cité Torgon va pouvoir bâtir quelques années plus tard, mais c'est sans doute l'une des plus importantes du premier âge. Donc voilà. Oh, vous pouvez spoil. Pour moi, le bouquin est sorti il y a longtemps, donc vous pouvez spoil. Quelque temps après, voilà que Morgoth commence à... voilà, ses forces commencent à redébarquer, alors qu'il n'y avait plus rien eu. C'était très très calme. Et donc Morgoth va commencer à un peu mettre à l'épreuve la force des elfes. Mais c'était pas une bonne idée, parce que les elfes, là, ils sont vraiment très forts. Et là... il est vaincu, voilà, à Dagor Aglareb, ou la bataille glorieuse. Et là, en fait, les Noldor, à partir de ce moment-là, vont vraiment renforcer leur défense et va commencer le siège d'Angband, qui va durer 400 ans. Faut savoir que le premier âge du soleil dure quasi 500 ans. On a 400 ans de siège d'Angband. C'est gigantesque sur l'histoire du Silmarillion. Le siège d'Angband dure 400 ans. Mais si le siège dure, c'est aussi parce que, en fait, les elfes n'arrivent pas à faire tomber Angband et surtout n'arrivent pas à récupérer un Silmaril, quoi qu'il arrive. Donc en fait, la guerre, elle ne cesse jamais vraiment parce qu'ils ne peuvent pas encercler entièrement Angband. Mais les espions, justement, de Morgoth arrivent, eux, à pénétrer un petit peu en Beleriand. Et c'est comme ça que Morgoth va commencer à apprendre beaucoup d'informations sur les elfes, notamment en capturant et en torturant pas mal d'elfes. 100 ans après la bataille glorieuse, donc elle vient juste d'arriver, 100 ans après, voilà que Morgoth fait une offensive avec une armée envoyée du nord. Là, l'armée est vaincue. Et là, 100 ans plus tard, il envoie Glorung, un dragon de feu, qui est à moitié adulte. Le premier dragon, on n'a jamais vu ça. C'est un lézard, il n'a pas d'ailes, il est pas donc encore à sa forme adulte. Et là, il émerge d'Angband sans l'ordre de Morgoth, en fait. Il n'est pas encore assez fort pour résister aux flèches des elfes, et donc il va se retrancher directement. Donc en fait, là, les elfes viennent de voir une des futures grandes forces de frappe de Morgoth, qui est les dragons. Glorung est parti avant que ce soit trop dramatique pour lui, mais ça y est, le secret a été vanté, voilà. Dès lors, là, ce qui va se passer, c'est que la paix va perdurer, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien pendant 200 ans, presque sans interruption. Morgoth ne fait plus parler de lui. Là, les Noldor vont prospérer, et en de nombreux endroits, ils vont même ne faire plus qu'un avec les elfes gris, les Sindar. Donc voilà, ça c'est le résumé du chapitre, je vous ai dit. C'est un gros chapitre, ça ce n'était que le résumé. Donc, parce que l'analyse, on va pouvoir papoter de tout ce dont je viens de parler ici. Qui sait ce qui se serait passé si Morgoth avait gardé la carte de Glorung plus longtemps? Il y aurait eu sans doute beaucoup plus de dragons avec lui. Il aurait pu perfectionner. On aurait été face à une force de frappe considérable. Là, le fait de l'avoir vu, tout le monde s'attend à un gros dragon comme ça. Il n'y aura plus l'effet de surprise. On reprend le début du chapitre, où on retrouve Fëanor, qui a donc accosté en Terre du Milieu. Et il est dans une région un peu spéciale. C'est-à-dire qu'on est dans une région qui s'appelle la Moth, ou le Grand Écho, qui est surnommée comme ça après le cri de rage que Morgoth a poussé après avoir été blessé par une Goliande juste avant. Donc c'est un endroit où, en fait, le moindre petit bruit fait un ricochet d'écho. Enfin, c'est vraiment... Et donc, le moindre petit bruit, vous l'entendez super fort. Et c'est un petit peu ce qui va se passer. C'est que, il va y avoir du bruit là-bas. Notamment, voilà, on a ça, ces bruits qui arrivent de là-bas, mais on a aussi le grand incendie des bateaux, voilà, qui a lieu là. Et je peux vous dire que Fingolfin, qui est super loin, en train de traverser sur la glace, il aperçoit les bateaux qui sont en train de cramer, les bateaux que Fëanor a cramés. Les orques, bien évidemment que les orques, eux, le voient aussi et l'entendent. Ils sont sûrement très près. Donc là, Morgoth, c'est très rapidement
qu'il y a des gens qui viennent d'arriver en Terre du Milieu par la mer. Et peu après leur arrivée, Fëanor va mener son armée d'elfes voilà, dans un pays qu'on appelle le Ithlum, hein, qui est dit pays des brumes, et va établir un camp là, près du lac Mithrim. Alors qu'ils sont même pas installés complètement, il y a des orques qui vont déjà leur tomber dessus. Parce que Morgoth, il pense qu'il vaut mieux attaquer tout de suite et régler rapidement le problème des Noldor avant que ça devienne un gros problème, quoi. Ils viennent juste d'arriver, donc autant attaquer tout de suite avant qu'ils aient le temps de se poser, de se reposer, de se préparer. Donc voilà, c'était l'occasion parfaite. Voilà, mais les Noldor, ils sont à leur apogée, hein. C'est-à-dire que là, on est face à des surelfes, si vous voulez. Et surtout, Fëanor, vous le savez, c'est un elfe exceptionnel de par son tempérament de feu, sa soif de vengeance, sa détermination, son orgueil. On est face à genre l'elfe de tous les elfes. Hein. si vous devez juste en retenir un d'elfe de toute l'histoire de la Terre du Milieu, c'est Fëanor qu'il faut retenir. Et donc, là, on a la bataille ici qui s'appelle Dagor Nuing Giliath, qui signifie la bataille sous les étoiles. Parce que c'est une bataille où le soleil ne s'est pas encore pointé à ce moment-là. Donc là, Fëanor et ses fidèles vont se débarrasser des orques. Et malgré voilà, leur infériorité numérique, et malgré le fait qu'ils soient pris par surprise. Et là, faut vous imaginer que c'est la première fois que les elfes voient des orques. Hein. C'est première fois. Donc, les hommes ne sont pas encore réveillés pour répondre à Tindemiel qui me posait la question tout à l'heure. Les hommes ne sont pas encore réveillés parce que les hommes s'éveillent avec le lever du soleil. Là, tu vois, Dagor Nuing Giliath, c'est encore... on est encore sous la nuit étoilée. Voilà. Et les orques sont bel et bien présents. Et donc, les Noldor n'avaient jamais vu d'orques, mais voilà, c'est les sbires de Morgoth, hein, ils s'en rendent bien compte et faut les massacrer. Voilà. Donc les Noldor voilà, vont très vite triompher. Voilà, et vont poursuivre les orques jusque dans les plaines d'une région qu'on appelle Ardgalen. Si vous voulez, c'est une grande plaine juste devant Angband. Pendant ce temps, on a Celegorm, un des fils de Fëanor, qui va mener une partie de l'armée de son père dans une embuscade qui va écraser une autre arrivée d'orques par le sud. Voilà. C'est des orques qui, notamment, avaient posé problème à Círdan. Rappelez-vous, il y a quelques chapitres d'ici. Là, les forces de Morgoth, elles sont anéanties, quoi. Et là, Morgoth, il est un peu en mode, ok, là, ça va pas. Il y a tout qui va pas. Les Noldor, je veux pas les sous-estimer, en fait. Mais là, le problème, c'est que cette victoire qui semble écrasante... On parlait de Fëanor et son orgueil, vous imaginez bien, là, il se dit « Oh, mais purée, c'est trop facile, attends, ça sent la victoire, allez, let's go, hein !» Quoi, c'est tout ça que Melkor peut conjurer, quoi. Donc là, Fëanor va foncer, en fait, vers Angband. Il va foncer. Mais, voilà, il ne sait pas ce qu'il attend vraiment à Angband. S'il l'avait su, ça ne l'aurait pas dissuadé parce que Fëanor est consumé par la flamme de sa propre colère. Vraiment, Fëanor, il est toujours comme ça. Hein, il brûle de par son art, par la colère, par la création, par la folie aussi. Enfin, on est vraiment sur quelqu'un là qui est complètement aveuglé. Tous les moyens sont bons pour réussir à récupérer ce qu'il veut. Hein. Morgoth est proche, Silmaril aussi. Et là, avec tout ce qu'il vient de voir, vu que la victoire a été super simple, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Donc voilà, hein, Fëanor va foncer. Sans attendre, entre guillemets, l'arrivée de ses fils et d'autres renforts, seulement accompagné de quelques elfes, il va pénétrer dans le domaine de Morgoth, hein, donc Dor Daedeloth. Et là, surprise, Morgoth n'est pas là.
Morgoth n'est pas là, mais il a envoyé son équipe de basketteurs professionnels de feu, hein, que sont les Balrogs. Et là, Fëanor, ça sent mauvais pour lui, hein. Il est face à des Balrogs. Morgoth n'est pas là, mais il a vraiment l'armée d'exception devant lui. Je tiens quand même à signaler que dans le légendaire de Tolkien, il y a beaucoup de combats qui sont censés être super épiques, et vraiment qui sont censés être le climax, hein, de la guerre, qui ont très peu de mots. Voilà. Et là, malheureusement, voilà, le dernier combat de Fëanor, il y a très peu de descriptions. Voilà, on sait qu'il est entouré par les Balrogs, hein, qu'on appelle aussi les Valar Rokar, des démons de feu, donc qui brandissent des fouets qui sont faits de flammes et d'ombre. Et là, Fëanor, même si c'est un surelfe, il est face à l'équivalent de divinité. C'est un enfant d'Ilúvatar face à des maillards déchus, en fait. Et là, on va entendre le nom du chef qui va nous être dit, et qui est Gothmog. Alors, ce nom vous dit peut-être quelque chose, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le nom d'un lieutenant de Sauron pendant le siège du Gondor. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans Le Seigneur des Anneaux, on ne sait pas ce que c'est, dans le sens où on ne sait pas de quelle race il est. Est-ce que c'est un orc, un homme, un vampire, n'importe quoi. En fait, on ne sait pas ce qu'est Gothmog dans Le Seigneur des Anneaux. Mais dans le Silmarillion, en tout cas, on sait exactement ce que c'est. Et c'est le seigneur des Balrogs. C'est un des lieutenants de Melkor. Attention, hein, spoiler, hein, évidemment, Tolkien, comme d'habitude, nous spoil, parce que vous le savez, hein, c'est le spoiler fou. Dès que Gothmog est mentionné, il nous mentionne déjà sa mort. Voilà. Donc on sait que Gothmog, un jour, sera tué. D'une certaine façon, bon, c'est un Maia, vous comprenez, son âme va toujours perdurer, mais voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, on a là le spoiler fou, Tolkien qui nous refait donc ça. On sait que Gothmog mourra, mais voilà, dans le chapitre, on nous explique un petit peu plus, mais ici, je vais pas, voilà, je vais pas trop vous dire. Et coucou à tous ceux qui arrivent. Hein. Donc voilà. On a Gothmog qui va porter le coup fatal à Fëanor. On est bien d'accord que c'est pas spécialement Gothmog qui tue vraiment Fëanor. Hein. C'est la faute de Fëanor. Hein. C'est sa confiance aveugle et sa colère démesurée. Voilà. On est face à un personnage qui était devenu, comme je disais, totalement aveugle. Mais rappelez-vous, il y a quelques chapitres d'ici, en parlant de Fëanor, Mandos, l'équivalent d'Hadès, le Vala du jugement, avait dit Fëanor viendra bientôt à moi. Et il avait raison. Voilà. C'est ce qui va se passer. Mais Gothmog et ses Balrogs n'ont pas le temps de saccager le corps de Fëanor. Voilà, parce que les fils de Fëanor arrivent pour les repousser. Et ils arrivent à ramener en retraite, hein, vers les montagnes. Et voilà, ils arrivent quand même à pouvoir parler à Fëanor. Voilà. Fëanor mourant aperçoit les pics, hein, voilà, du Thangorodrim, donc les montagnes devant Angband. Et il savait, avec la préscience de la mort, qu'aucune puissance des Noldor ne pourrait jamais les vaincre. Mais il maudit 3 fois le nom de Morgoth et imposa à ses fils de respecter le serment et de venger leur père. Et là, voilà, de son vivant et même dans sa mort, Fëanor va rester l'elfe qui a le plus de force, d'influence et de persuasion, quoi. Sa rage et sa colère va condamner sa lignée entière. Et, bon, quasiment tous. Mais c'est vraiment violent, en fait. Il meurt là, mais il vient littéralement de condamner à mort toute sa lignée. Voilà. En fait, là, il se rend compte que personne ne peut gagner et c'est vraiment mes fils, vous allez, voilà, vous ne pouvez pas gagner, hein, mes enfants, mais vous allez souffrir quand même parce que je veux pas admettre mon erreur et je refuse qu'on abandonne, quoi. Alors que là, il est conscient
que la victoire par les Noldor, c'est impossible. Et donc cette obstination, vraiment, c'est une très belle victoire hein, pour Morgoth hein, en soi. Morgoth, il va juste laisser les elfes s'entretuer entre eux, quoi. Et là, on nous dit, ben voilà, Fëanor mourut. Il n'eut ni sépulture, ni tombeau, car son esprit était si ardent que son corps va se réduire en cendres, et donc son âme va être emportée comme une fumée. Et jamais plus son image n'apparut en Arda, ni son esprit ne quitta les demeures de Mandos. Ainsi s'acheva le plus puissant des Noldor, dont les exploits lui valurent à la fois leur plus grande renommée et leur plus grand malheur. Donc, on est vraiment là face à la mort de Fëanor, le plus grand des elfes. Hein. Voilà. Mais le problème, c'est que même s'il vient de mourir, les ennuis ne font que commencer pour les elfes. Hein. Donc, autour de Fëanor qui disparaît, hein, on a ces 7 fils voilà, qui sont là. Ils sont là autour de leur père. Hein, voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir, si vous voulez, il y a des émissaires de Morgoth hein, qui vont débarquer et qui vont se présenter, voilà, et vont carrément proposer de se rendre. Mais pour ce faire, il faut en discuter. Il faut qu'il y ait des négociations. Et comme petite carotte, hein, pour attirer les Noldor, eh ben, les émissaires de Morgoth proposent la restitution d'un Silmaril. Là, les fils, hein, vu qu'ils viennent de jurer de récupérer voilà, jusqu'aux confins du monde les Silmarils, difficile de dire non. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est que le fils aîné Maedhroth, le fils aîné de Fëanor, et donc héritier, va mordre à l'hameçon. Sauf que, bien évidemment, c'est un piège. Voilà. Il sait que Morgoth, c'est un salopard menteur, hein, bien évidemment. Mais Maedhroth n'est pas con non plus. Dans le sens où il se rend bien compte que ça va mal se passer. C'est sans doute un piège. Donc, Maedhroth va convaincre ses frères de jouer le jeu et puis de se rendre au rendez-vous, mais avec une grosse troupe d'elfes pour surprendre Morgoth et donc renverser les émissaires. Sauf que Morgoth, il a l'avantage du terrain et bien sûr, il va envoyer des balrogs et là, malheureusement, adieu les elfes. Donc la compagnie de Maedhroth pour les pourparlers là, elle est anéantie, mais Maedhroth est ramené vivant à Angband. Et là, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que il va essayer de prendre, Maedhroth en otage, mais en gros, ça va pas fonctionner. Les frères ne vont pas céder. C'est-à-dire que t'as beau avoir emprisonné Maedhroth, nous, on va pas partir comme ça et abandonner notre serment pour que tu nous rendes notre frère. C'est hors de question. On partira pas. Donc là, Morgoth, il va faire quelque chose d'horrible. C'est qu'il va mettre Maedhroth collé à la montagne comme un aimant, suspendu par le poignet à un bracelet d'acier, qu'il enfonce au-dessus d'un précipice. Donc, rappelez-vous, j'ai parlé du Thangorodrim, hein, c'est vraiment 3 montagnes, 3 pics de montagne. Une de ces montagnes, on a Maedhroth qui est maintenu avec un bracelet dans le vide. Voilà. Maedhroth, là, il agonise, suspendu par un bras. Sauf que c'est un... N'oubliez pas, c'est un surelfe. Hein. Donc, les elfes, ils sont capables d'endurer beaucoup plus que les souffrances des hommes. Donc, il pourra endurer beaucoup et longtemps. Le truc, c'est que là, qui va venir le sauver, en soi? Aucun de ses frères ne sait où il se trouve. Imaginez, Maedhroth pourrait très bien être enfermé dans une geôle giga profonde d'Angband. Ils ne le savent pas. Ils savent même pas, donc Maedhroth est suspendu, là. Donc, théoriquement, là, Maedhroth, il est perdu pour toujours. Mais, là... On a parlé de Fëanor et toute sa clique. Mais, dans les glaces, là, tout au nord, arrive Fingolfin, le demi-frère de Fëanor, avec plein de Noldor qui ont traversé donc l'Elcaraxé. Ils arrivent en Terre du Milieu.
Voilà, et la lune va s'élever dans le ciel. Ça va émerveiller absolument tout le monde parce que c'était la nuit. C'était la nuit, là. Hein. Tout ce qui s'est passé, là, que je viens de vous dire, c'est sous un ciel étoilé. On est en pleine nuit. Mais alors, c'est lorsque Fingolfin et son armée vont atteindre la région du Mithrim que là, le soleil va se lever à l'ouest et va baigner la terre du milieu d'une superbe lumière. Et là, c'est comme si la vie va rejaillir. Toutes les graines de Yavanna qui faisaient dodo vont d'un coup naître. Et là, c'est comme si, en fait, Fingolfin, son arrivée était genre l'arrivée du Messie, quoi. C'était une sacrée entrée en scène, aussi forte que les flammes de Fëanor. On a Fingolfin qui a traversé les glaces. Voilà. Sauf que, évidemment, Fingolfin et son demi-frère Fëanor ne se reverront pas puisque Fëanor est déjà mort. Donc là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué pour les Noldor. Donc, Fingolfin mène son armée, qui est très marquée par le passage par la glace, par l'Elcaraxé, parce que ça a été extrêmement dur. Et donc, il va les emmener jusqu'aux plaines d'Argalen, jusqu'aux portes d'Angband. Et là, si vous voulez, c'est très calme. Parce que le soleil brille, et les forces de Morgoth, elles n'aiment pas le soleil. Donc, en fait, c'est très calme. C'est comme si les armées de Morgoth, elles se cachaient vraiment à l'intérieur, quoi. Donc, Fingolfin va se rendre compte que, en fait, y a rien qui va pouvoir être fait en plein jour et un siège direct serait inutile parce que Morgoth est retranché et c'est pas possible de rentrer dans Angband. Et donc là, il se dit, le mieux que les Noldor puissent faire, c'est de tenter de maintenir Morgoth sous leur joug, si c'est possible. Donc Fingolfin va se retirer là pour le moment et va s'installer sur la rive nord du lac Mithrin. Les fils de Fëanor, évidemment sauf Maedhros, donc ils ne sont plus que 6, eux vont s'établir sur la rive sud. Et donc, il y a une tension palpable là entre les Noldor. On a Fingolfin qui est là, les Noldor qui le voient et ils sont en mode ok, la situation est giga délicate. Il y a un éléphant dans la pièce, c'est terrible. Vous imaginez la situation, la tension est totale. Exactement, j'ose même pas imaginer là entre les deux clans. Ce moment-là, ils doivent se regarder de part et d'autre du lac en mode quoi, et envoyer des éclairs comme vous voyez parfois les éclairs entre les regards de deux personnages dans les mangas là. C'est la même chose. Face à la situation, vu qu'il y a un gros soleil, Morgoth, il va réussir à faire cracher de la fumée au Thangorodrim. Donc en fait, il va y avoir des sortes de nuages de fumée dégoûtantes qui vont sortir d'Angband et qui vont venir un peu près des Noldor et obscurcir leur camp. Voilà, donc ça pue, c'est dégoûtant, c'est sombre. Parce que, voilà, Morgoth, le soleil, la lumière, la beauté, il n'aime pas tout ça. Théoriquement, exactement, Athéna, c'est Maglor qui devrait gérer les Fëanoriens. Mais alors, il va y avoir un truc ultra surprenant. C'est qu'un des fils de Fingolfin, qui s'appelle Fingon, c'est son fils aîné, il est mortifié de la situation. Et il va décider de panser les plaies qui divisaient les Noldor. Et là, il va partir en quête héroïque en solitaire. En fait, bien avant, quand ils étaient petits, beaucoup plus jeunes, Fingon et Maedhros, c'est des gens les meilleurs amis du monde. Ils sont cousins, mais ils s'adorent. Et malgré le fait que Fingolfin et Fëanor, voilà, leurs pères respectifs, ça va pas trop entre eux, en fait, Fingon et Maedhros, les deux fils aînés, s'adorent. Ils s'entendent à merveille. Et là, Fingon, c'est comme si d'un coup, il était pris d'un besoin de retrouver son ami, alors que les frères de Maedhros l'ont littéralement abandonné. Donc là, c'est son cousin. C'est son cousin qui est prêt à tout risquer dans une quête pour aller le sauver, alors que les frères de Maedhros ne le feront pas. Le truc qui est encore plus beau, entre guillemets, c'est que Fingon, à ce moment-là, il sait pas que Maedhros, il avait dit à son père de pas brûler les navires. Donc, même Maedhros avait toujours cet amour, entre guillemets,
par rapport à Fingon, puisqu'il avait déjà essayé de dire à son père « Ne les brûle pas, parce que... Voilà !» Mais Fingon, il ne le sait pas. Donc c'est tellement beau, cette amitié et cet amour entre ses cousins. Bref. Sans prévenir personne, Fingon va s'aventurer sous cette purée de poids dégoûtante de Morgoth, part en mission en solitaire, but secourir et retrouver son ami, voilà, qu'il pense être donc prisonnier dans Angband. Voilà, donc arrivé à la forteresse, il voit rien du tout, parce que tout le monde est à l'abri de la lumière du jour. Et donc, en fait, Fingon va, si vous voulez, errer près des montagnes du Thangorodrim. Voilà, il grimpe un petit peu, il explore, et puis il est désespéré. Et là, Fingon va sortir l'arme ultime des elfes, l'arme que vous n'avez jamais imaginé pouvoir être aussi puissante. Il va sortir sa harpe. Voilà. C'est un elfe, c'est Tolkien. Voilà, les elfes partent en mission et en guerre avec une harpe. Voilà, une épée et une harpe. Voilà. Et là, il prit sa harpe et chanta un chant de Valinor que les Noldor avaient composé jadis, avant que la discorde ne naisse parmi les fils de Finwë. Et sa voix résonna dans les creux lugubres qui n'avaient jamais entendu auparavant que des cris de peur et de malheur. En fait, là, Fingon, il est désespéré. Hein. Il fait ce que les elfes font, c'est-à-dire chanter leur malheur, très souvent. Et là, on est au pied de la montagne. On est au pied du Thangorodrim. Et qui est accroché au Thangorodrim? C'est Maedhros. Et Maedhros, il entend ça. Et lui, il entend et il va reprendre le chant, en fait. Donc, c'est super beau. Encore une fois, parce que la musique chez Tolkien permet de parfois retrouver les personnages. C'est pas le seul endroit dans l'histoire où ça arrivera. Et donc là, Fingon, grâce à ça, arrive à retrouver Maedhros, à le localiser. Mais là, il se rend compte que la situation est désespérée. Il a retrouvé son pote, voilà. Mais comment il va l'atteindre ? Parce que la paroi, là, elle est abrupte, hein, il ne sait pas grimper. Et Maedhros, mais souffre le martyre. Maedhros, il implore une mort. Il implore Fingon de le tuer. Voilà, il fait appel à la miséricorde de Fingon. Et là, vous imaginez, Fingon qui l'a retrouvé, il peut pas abandonner Maedhros à son agonie, mais il se rend bien compte qu'il sait pas le libérer. Alors, Fingon prépare sa flèche, il va adresser une prière à Manwë, à qui tous les oiseaux sont chers, implorant sa flèche, voilà, que sa flèche atteigne sa cible. Cependant, voilà, évidemment, on a les forces de spécial de Manwë qui vont répondre. Les aigles, en fait, ne sont pas si loin du Thangorodrim. Voilà, il y a des falaises, d'où les aigles surveillent un petit peu Morgoth. Et là, c'est vraiment la prière sincère de Fingon à laquelle Manwë va répondre. Et là, voilà, on pourrait se poser la question, les aigles auraient très bien pu aller soutenir un petit peu Maedhros depuis des temps, il est suspendu et il implore les... Non, mais là, on a vraiment c'est Fingon, quoi. C'est vraiment la demande de Fingon qui fait que les choses bougent. Et donc, là, alors même que Fingon bandait son arc, on a Thorondor, le roi des aigles, le plus puissant de tous les oiseaux qui aient jamais existé, dont les ailes déployées couvraient plusieurs mètres, descendit des hauteurs et retenant la main de Fingon, il le prit et le porta jusqu'à la paroi du rocher où Maedhros était pendu. Voilà, on est... Thorondor, il a une envergure gigantesque. Hein. C'est un gros piaf. Hein. Donc là, Fingon... Voilà, se rend bien compte, hein, sans aucun doute, hein, que Manwë l'a bien écouté. Et lorsque, avec Thorondor, Fingon atteint Maedhros, il se rend compte que c'est impossible de briser les chaînes de fer forgées aux enfers. Elles sont beaucoup trop solides. Et là,
Maedhros se rend compte que il est en mode je vais crever. En fait, achève-moi, laisse-moi ici, tu sais pas me détacher. Voilà. Mais Fingon, il est pas de cet avis. Enfin, je veux dire, il y a Thorondor qui a été envoyé. Vous voyez, il est en mode je vais pas te laisser là. Je vais pas te laisser là. Et donc là, Fingon a l'idée de trancher la main de Maedhros avec son épée, voilà, pour le libérer, parce qu'il peut pas enlever la main, donc il va lui trancher, voilà. Et comme ça, Maedhros va souffrir sur le coup, mais au moins il sera en vie. Et Thorondor va pouvoir emmener les deux elfes en lieu sûr au lac Mithrim. Encore une fois, la famille de Fingolfin, voilà, la lignée de Fingolfin, c'est des bons, hein. C'est des bons. Maedhros, comme je vous ai dit, les Noldor, c'est des elfes qui sont capables de très bien endurer. C'est des elfes qui guérissent vraiment bien. Et donc là, Maedhros guérit, il devient très 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 furieux contre Morgoth. Et il devient gaucher aussi. Mais surtout, ça l'a rendu beaucoup plus sage. Et surtout, Fingon l'a secouru. Et quel homme, ce Fingon. Tous se rassemblent et louent Fingon, en fait. Et Maedhros, lui, il implore son pardon de les avoir abandonnés. Voilà. Et là, Maedhros va se montrer très intègre. Et va tout faire pour apaiser les tensions entre la maison de Fëanor et celle de Fingolfin. Et là, on est à un tournant majeur de l'histoire, puisque Maedhros va renoncer à la souveraineté, voilà, en tant qu'héritier de fils aîné de Fëanor et de Finwë. Normalement, c'est la couronne qui doit lui revenir. Eh ben non. Il va dire à Fingolfin, son oncle, s'il n'y avait aucun grief entre nous, Seigneur, la royauté vous reviendrait légitimement, vous l'aîné ici de la maison de Finwë, et non des moindres sages. Donc voilà, Maedhros donne à Fingolfin la royauté sur les Noldor. Donc là, vous imaginez que les autres frères de Maedhros, ils sont pas super contents. Mais tant pis, Maedhros est l'aîné. Et surtout, tout le monde se rend compte que mieux vaut une unité chez les Noldor. C'est le plus important. Donc, on est sur la première partie, on va dire, du chapitre qui est passée. Là, on va rentrer dans les difficultés que les Noldor vont avoir pour s'installer au Beleriand. Parce que oui, les Noldor viennent d'arriver en Terre du Milieu, donc en Beleriand, et il faut qu'ils arrivent à s'installer quelque part, à avoir un fief, puisque à récupérer les Silmarils, ça va prendre du temps. Ils ont été amenés par Fëanor et puis Fingolfin, et ils n'ont plus le choix. Ils peuvent pas retourner en Valinor, on leur a interdit. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver quelque chose. Et certains ont envie aussi de leur propre royaume. Voilà, c'est des idées qui ont traversé certains qui ont accepté d'aller en Terre du Milieu. Notamment une certaine Galadriel que vous connaissez. Si elle a pris part à cet exil, c'était notamment dans cette volonté de pouvoir avoir son propre royaume. Voilà, elle a traversé l'Elcaraxé. Voilà. Et Galadriel, donc, elle a souffert pour en arriver là. Elle brûle d'envie de gouverner donc son royaume, de cette... Voilà, elle rêve de voir la Terre du Milieu, quoi. Mais là, le problème, c'est que... on va dire que les Noldor se précipitent pas. Le Beleriand, mieux vaut prendre ses précautions, voilà. Et Finrod, son frère aîné, c'est lui qui est à la tête de la maison de Finarfin. Parce que Finarfin est resté en Valinor, il a fait demi-tour. Donc là, on a, si vous voulez, on a les Fëanoriens, donc les fils de Fëanor. On a Fingolfin avec ses fils, notamment Fingon, Turgon et sa fille Aredel. Et puis on a Finarfin, mais Finarfin lui est en Valinor, et c'est ses fils. Et c'est Finrod qui est donc le chef de la maison de Finarfin en Terre du Milieu. Je rappelle que Finrod est le meilleur personnage de ce récit, voilà. Donc, s'installer en Beleriand quand on est des Noldor, c'est un petit peu compliqué parce que le Beleriand, il est déjà occupé notamment par des elfes, les elfes gris. Rappelez-vous, avec Thingol le roi et son épouse Melian.
Et Thingol, le roi donc des elfes gris, il est parfaitement au courant du retour des Noldor, hein, et il n'accueille pas du tout l'arrivée de tant de princes surpuissants venus de l'ouest, avides de nouveaux royaumes. Hein. Il est pas con, il se rend bien compte que voilà, lui c'est peut-être un elfe assez fort, mais face à des Noldor qui ont été galvanisés à la lumière des arbres dans une terre sanctifiée par les Valar, tu fais pas le poids, en fait. Mais les Sindar sont quand même ravis de revoir des vieux amis, parce que pendant très longtemps, les Sindar et les Noldor étaient amis, hein, rappelez-vous. Finwë était super pote avec Thingol. Donc, les Sindar vont même supposer, certains, naïvement, que les Noldor ont été envoyés par les Valar pour les aider à vaincre Morgoth. Les Noldor, ils vont pas dire. Ils vont rester très secrets sur les circonstances de leur départ de Valinor. Ils restent vagues, changent de sujet, et surtout, vous savez ce qui va se passer? Les Noldor vont taire le massacre fratricide d'Alqualondë. Parce que oui, en Valinor, quand ils ont pris les bateaux, Fëanor et Fingolfin, ils ont massacré des elfes Teleri. Et les Sindar sont à l'origine des elfes Teleri. Donc ils ont potentiellement tué des membres de leur famille. Et donc ils vont... Motus et bouche cousue. Voilà, il s'est rien passé. C'est... Non, mais en Valinor... Oh, non, c'est rien passé en Valinor. Rien du tout. Mais en fait, les retrouvailles qu'il va y avoir entre les Noldor et les Sindar sont quand même joyeuses, quoi. En règle générale, vu que on a caché les raisons du départ, qu'on n'explique pas à Alqualondë, les Sindar imaginent qu'ils sont là pour venir les aider. Thingol, lui, il sent qu'il y a anguille sous roche. Hein. Comme je vous disais, Thingol, il est pas con. Hein. Et là, les Noldor, ils sont là, mais Finwë, son pote, il est pas là, en fait. Ils étaient inséparables à cette époque-là. Et là, il les aime pas trop, quoi. Il aimait Finwë, mais là, ce qu'il voit, il aime pas. Et ce qu'il va faire, c'est que les seuls êtres qu'il va officiellement inviter chez lui, chez les Noldor, ben, ce sont les enfants de Finarfin. Pourquoi? Parce que Finarfin, donc le père de Galadriel, le père de Finrod, le père d'Orodreth, Angrod et Aegnor, en fait, il a épousé la nièce de Thingol et Arwen. Donc, si vous voulez, Finrod, Galadriel, ils ont du sang Teleri. Enfin, du sang de Teleri. Et donc, là, c'est les seuls, parce qu'ils ont un lien familial avec Thingol, qui sont acceptés à rentrer chez Thingol. Et donc, c'est Angrod, un des frères donc, de Galadriel et Finrod, qui va commencer, justement. Il va s'asseoir avec Thingol et va raconter l'histoire du voyage des Noldor depuis Valinor. Enfin, voilà, pas vraiment toute l'histoire. Voilà. Il va omettre certaines choses. Il va rien dire sur voilà, tout ce qu'on a, enfin l'histoire, voilà, l'aspect de la fuite, le massacre fratricide, etc. Tout ça est passé sous silence. Et là, en fait, Thingol va accepter sans réserve le récit, truffé d'omissions, hein, vraiment, quasi presque mensonger, hein, d'Angrod. Hein. Voilà. Thingol est ok. Bon, très bien, j'accepte ça. Et Angrod, alors, va retourner près des autres Noldor avec une longue liste d'endroits où Thingol leur dit qu'il les autorise à s'installer. Parce que oui, Thingol est roi du Beleriand. Et donc, il leur a dit, bon, ben, ok, ça c'est chez moi, vous passez pas. Là, vous pouvez aller, là, vous pouvez aller, là, vous pouvez vous mettre, là aussi. Et donc, voilà, il donne notamment Ithlum, Dorthonion, voilà, et des terres à l'est du Doriath. Voilà, faut savoir que quand Angrod revient avec ça, les fils de Fëanor, ils sont en mode... Mais en fait, Thingol, il nous a juste donné des territoires qu'il n'a pas encore. En gros, Thingol, il veut juste voir que on va dire des alliés de circonstance occupent ces régions et qu'ils servent de bouclier autour du Doriath pour protéger Thingol. Les fils de Fëanor, ça leur pose direct un problème, alors que Fingolfin et Finrod, ils acceptent. En fait, pour eux, vraiment, vous voyez, c'est vraiment
la famille de Fëanor, hein, c'est vraiment de l'orgueil absolu. Alors que vraiment, Fingolfin et Finrod, ils sont tellement beaucoup plus posés. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la paix. Et surveiller Angband. Là, on a un des fils de Fëanor, hein, le 4e, hein, qui s'appelle Caranthir, qui lui va semer un petit peu la zizanie. Il commence à un peu s'énerver, on va dire. Et là, Maedhros va dire « Ok, les frères, on se calme. Tant pis. On accepte. On accepte et on va aller prendre les vastes étendues sauvages à l'est et au nord, sans barrière naturelle contre Morgoth. » Et notamment, cet endroit sera appelé la marche de Maedhros. Hein, voilà. Et surtout, Maedhros, il va inciter ses frères à faire exactement la même chose que lui, afin de les éloigner de Fingolfin et de réduire ainsi les risques de conflit. Parce que oui, vous rendez bien compte qu'on est là face à des elfes qui sont de la même famille, mais qui peuvent pas... Enfin, ils ont des caractères totalement différents et des visions différentes. Et normalement, on va dire l'union fait la force, mais ça a l'air super compliqué. Donc Maedhros essaye d'être diplomate face à un Fingolfin et un Finrod qui sont quand même ultra compatissants et ultra gentils. Hein. Pendant ce temps, on a le 4e fils de Fëanor, hein, Caranthir, hein, qui va s'installer à un endroit où il peut commercer avec les nains. Voilà, il va rencontrer les nains. Et il va pouvoir être proche d'eux pour notamment commercer avec eux dans leur cité de Nogrod et Belegost. En fait, Caranthir, c'est pas vraiment un ami des nains. Il peine à dissimuler son mépris hein, pour les nains. Caranthir, c'est un mec qui est diplômé de marketing. Hein. Il a le sens des affaires. Et donc là, avec les nains, ils vont trouver un terrain d'entente. Puisque, voilà, les Noldor, rappelez-vous, c'est le peuple des elfes qui étaient aimés de Aolé. Donc ils ont un artisanat et une passion commune. Voilà. Et les elfes de Caranthir et les nains vont pouvoir tirer profit de cette alliance ensemble. Et en plus, petit bonus, hein, ils détestent Morgoth. Voilà. Et là, voilà. Il faut imaginer que chaque clan elfe a son petit lieu. Morgoth fait pas trop de bruit. Et là, le temps va s'écouler. 20 ans passent, alors que les Noldor sont en train donc de s'installer dans leurs enclaves et leurs petits royaumes respectifs. Et là, Fingolfin va avoir l'audace d'organiser une grande fête, puisque c'est silence radio de la part de Morgoth. Hein. C'est un événement organisé par les Noldor, mais tous les elfes sont les bienvenus. Voilà, c'est une fête qui est appelée la fête des retrouvailles, où on a des princes, des seigneurs, dames Noldor qui sont présents. Évidemment, sauf à l'exception de 5 des 7 fils de Fëanor. On a aussi des elfes verts hein, qu'on appelle les Nandor qui sont présents. On a aussi des Sindar qui sont là. On a même Círdan et des elfes qui sont dans les havres. De la cour de Thingol, on n'a que 2 elfes qui vont assister. Ça veut dire que Thingol et Melian ne viendront pas. Mais on a 2 elfes de la cour de Thingol qui arrivent. 2 noms que vous retrouverez plus tard dans le Silmarillion. C'est Mablung et Daeron. Voilà, ces 2 personnages vont jouer un rôle dans le récit de notamment Beren et Luthien. Parce que voilà, les 2 sont proches de la famille royale du Doriath. Et le festin, cette fête de retrouvailles, elle se déroule sans accroc. Voilà. Pas d'attaque d'orques, pas de dispute, tout va bien. Les amitiés, il y a des amitiés qui sont refaites, il y a des serments qui sont prêtés. Bref, on bavarde, on rigole, on fête. Et là, les Noldor vont commencer, si vous voulez, à apprendre et à adopter la langue des elfes gris, hein, donc le Sindarin. Et là, après cette fête, on a 30 années qui s'écoulent, sans que Morgoth ne cause le moindre petit problème. Voilà. Et un jour, on a Finrod et son cousin Turgon, qui eux aussi sont amis proches comme Fingon et son cousin Maedhros. On a le même schéma avec Turgon et Finrod. Sauf que Turgon, c'est un des fils. Voilà, c'est un des fils de Fingolfin. Et Finrod est un des fils de Finarfin. Donc voilà. Super potes eux aussi. Et ils partagent, si vous voulez, une aventure le long du fleuve Sirion en Beleriand. Et Finrod, lui, c'est
Il faut savoir que c'était un des Noldor qui n'avait pas spécialement envie de partir de Valinor. Et Turgon, lui, pendant le voyage dans les glaces, il a perdu son épouse, dévorée par le froid et les glaces de l'Elcaraxé. Et là, donc, on est face à deux personnages qui souffrent, d'une certaine façon, de la situation dans laquelle ils sont. Et donc, là, voilà, un moment entre deux, de soutien, peut-être d'introspection, près de ce fleuve qu'est le Sirion. C'est à ce moment-là que le Vala de l'eau et des océans, Ulmo, celui qui est souvent là pour soutenir voilà, les peuples de la Terre du Milieu. On nous dit bien qu'il n'a jamais abandonné voilà, les elfes et les hommes parce qu'il les aime. Et bien là, Ulmo va les inspirer. Pardon. Il va les inspirer d'une certaine façon. Il va inciter Turgon et Finrod à se joindre à lui d'une certaine façon. Ulmo va les plonger tous les deux dans une sorte de rêve, un peu cauchemar comme ça, où ça leur permet, si vous voulez, d'avoir une introspection et des réflexions pour l'avenir. Le truc, c'est que ni Turgon ni Finrod n'en parlent à l'autre parce qu'ils pensent être le seul à avoir fait ça. Donc, ces plans pour l'avenir, voilà, c'est... Turgon, ce sera pour la future cité de Gondolin, alors que Finrod, ce sera pour la future cité de Nargothrond. Ça qui est fou, c'est que deux des royaumes elfiques les plus importants du Silmarillion ont été poussés par la volonté d'Ulmo. Finrod et Turgon vont avoir, voilà, se séparent, chemins séparés, etc. Et là, Finrod va voyager avec Galadriel en Doriath, vu que Thingol a accepté que seuls les enfants de Finarfin puissent le rejoindre. Et donc Finrod va voyager. Et là, en fait, Finrod, il voit la cité de Menegroth, qui est en fait la cité des 1000 cavernes, et il la trouve magnifique. Et là, il va se confier à Thingol par rapport à son rêve qu'il a eu, cette vision, justement, de cette cité, comme ça. Et Thingol apprécie vraiment Finrod. Et là, il va lui parler justement de grottes, voilà, près du fleuve Narog, un petit peu plus à l'ouest, voilà, en disant, vas-y. Et donc, Finrod va découvrir et va apprécier les cavernes là-bas. Et il va se mettre à l'œuvre pour en faire une forteresse. Et là, Finrod va faire appel aux nains des montagnes bleues. Voilà, et c'est ainsi que Nargothrond est creusé dans la pierre, cachée, comme Menegroth, donc la cité de Thingol l'a été. Voilà, et Finrod, il n'a pas été con en quittant Valinor, parce qu'il a rapporté plein de joyaux des Noldor. Disons que, je pense que Finrod, il avait ramené plein de caisses, voilà, il n'a pas pris d'armes, mais il a ramené des coffrets au trésor, voilà, il a traversé l'Elcaraxé avec plein de sous, voilà. Intelligent, cet elfe. Et c'est comme ça qu'en fait, Finrod va pouvoir très bien payer les nains qui viennent l'aider. Il perdait pas le nord, c'est pour ça qu'il est trop bien, Finrod. Et les nains vont s'attacher à Finrod, parce que c'est quelqu'un de bien, Finrod, vous savez. Et ils vont même donner un nom à Finrod en Khûzdul, donc dans leur langue. Voilà, c'est Felagund, le creuseur de cavernes. Et faut imaginer, franchement, que il y a très peu d'amitié entre nains et elfes. Voilà, vous avez Legolas et Gimli, on a Celebrimbor et Narvi, mais Finrod avait vraiment une très bonne relation avec les nains, pas comme Caranthir, un des fils de Fëanor dont on parlait que c'était vraiment juste voilà l'ingénieur en marketing là qui avait des relations commerciales. Là, Finrod, il est vraiment apprécié. Et là, les nains vont confectionner pour leur Felagund un collier. En or parsemé de gemmes venues de Valinor. Ce collier, c'est le Nauglamir, qui est l'une des œuvres les plus renommées des jours anciens. Et ici, on nous présente cet artefact, ce collier magnifique de Finrod. Eh ben, c'est parce que c'est un bijou lié à des drames à venir. Voilà. Je crois que vous avez compris que dans le Silmarillion, tout ce qui est trop beau au niveau bijoux, ça attire les disputes et ça finira bel et bien par arriver. Galadriel avait accompagné son frère Finrod quand elle est allée voir Thingol, et Thingol a proposé à Finrod les cavernes, mais Galadriel, elle adore le Doriath, donc elle va rester là. Et surtout, elle va rencontrer un gentil Sinda là-bas, un tout beau, voilà,
qui s'appelle Celeborn. Et il est apparenté, il fait partie de la famille du roi voilà, c'est un de la famille de Thingol. Et Galadriel, voilà, va tomber amoureuse de Celeborn, voilà. Et les elfes, ils ont un amour pour la vie. Hein. Et en plus, Galadriel, elle va rencontrer Melian, donc une véritable reine Maya. Et en fait, Melian, elle a tout de la mentor merveilleuse, quoi. Elle est reine, donc elle dirige son royaume. C'est quelqu'un d'extrêmement sage, qui arrive avec ses pouvoirs à préserver la beauté, mais elle est extrêmement puissante, avec cette magie innée qui va plus tard être voilà, quelque chose dont Galadriel sait faire preuve. Bref, Galadriel, elle, va rester au Doriath parce qu'elle a rencontré Celeborn. Et elle profite de ce moment-là pour avoir toute la sagesse et les apprentissages de Melian. Vous vous rappelez que Finrod, il n'était pas tout seul. Quand il a fait son rêve, il y avait son cousin Turgon, qui a lui aussi eu cette vision. Et lui, il va pas aller aussi loin que Finrod en faisant une nouvelle forteresse. En tout cas, pas tout de suite. Il va retourner près de sa région, qui est près de la mer, hein, la région du Névraste. Et là, il va se languir un petit peu de la cité de Tirion en Valinor. Là, en fait, si vous voulez, Turgon, il est en train de se dire « Mais c'était si bien en Valinor, Fëanor a tout gâché, ça fait chier ici. » Et là, Ulmo va carrément apparaître en vrai de vrai. Il se manifeste en personne devant Turgon, devant l'océan là. Il arrive, vraiment, il sort de l'eau et va donner à Turgon des indications précises sur l'endroit à chercher. Autant Finrod, voilà, c'est venu tout doucement. Autant là, Ulmo, il se dit « Ok, bon, bah Turgon, je te dis tout. C'est bon, c'est pas cryptique, tu vas à Tumladen. » Dans une région un petit peu montagneuse là-bas, pas loin des montagnes de terreur avec les grosses araignées laissées par Ungoliant, là, les Eret Gorgoroth. Et donc Turgon va entreprendre un voyage seul, secret, caché, après avoir vu Ulmo qui lui a indiqué où aller. Et là, il va trouver une vallée cachée et va la contempler. Et là, il se dit « Ok, mon plan, ce sera ma cité grandiose là. Mais en attendant, je retourne près de la plage, retrouver mon peuple, et on va commencer à faire les plans pour édifier une cité qui sera faite en l'hommage de Tirion. » Il y a eu beaucoup d'infos dans ce chapitre-là. Voilà. Donc, on va faire une sorte de petit récapitulatif. Hein. Morgoth décide. Donc, si vous voulez, Morgoth est plutôt calme à ce moment-là. Donc on a Maedhroth avec les fils de Fëanor qui se sont mis dans certains lieux, voilà, surtout à l'est du Beleriand. On a Fingolfin qui est devenu le roi des Noldor, qui a des lieux à lui aussi sur la carte. On a Turgon qui, lui, a son lieu aussi, mais qui envisage de fonder Gondolin. On a Finrod qui a bâti Nargothrond. On a Angrod et Aegnor qui ont eux aussi leur petit lieu. On a Galadriel qui va se foutre d'Oriath. Donc là, on va dire que les elfes, ils sont répartis au Beleriand. Là, tous les fils de Fëanor, les fils de Fingolfin, les fils de Finarfin et tout, sont répartis un petit peu partout en Beleriand. À cette époque-là, quand tout le monde est un petit peu installé, et vous voulez, Morgoth va décider de mettre les elfes là à l'épreuve une nouvelle fois. Il va envoyer des armées d'orques annoncées par des flammes qui sortent évidemment du Thangorodrim. Voilà. Et donc les orques vont déferler à nouveau en grand nombre. Et là, si vous voulez, la vague, elle va vraiment aller autant attaquer les deux côtés du Beleriand en même temps. Mais aussi le milieu, là où sont les fils de Finarfin, donc Angrod et Aegnor. Donc on est vraiment sur une attaque commune de... On va tout raser. Si vous voulez, Angband est là au nord, et il envoie son armée d'orques qui va venir raser. Sauf qu'ils peuvent pas passer en Doriath, hein, mais c'est vraiment raser tous les lieux où sont les fils de voilà, la famille des Noldor, quoi. Mais Fingolfin et Maedhroth, ils étaient très vigilants en fait, et même si Morgoth faisait le mort depuis quelque temps, ils n'ont pas arrêté une seule seconde d'être prêts à toute éventualité. Donc directement, eux vont rallier leurs forces, vont encercler les orques, ils vont riposter, et les Noldor vont anéantir les orques. Voilà.
Donc là, on a des elfes qui repoussent très très bien leurs ennemis jusqu'à Angband, quoi. Et ils les massacrent, hein. On est vraiment sur une superbe attaque, quoi. Cet exploit est inscrit dans les annales, sous le nom de Dagor Aglareb, qui est la bataille glorieuse. Donc là, pour le moment, on a eu deux guerres, deux batailles pour le Beleriand. La première donc était Dagor Nuingiliath, la bataille sous les étoiles où Fëanor est mort, rappelez-vous. Et puis là, on a une deuxième bataille qu'on appelle Dagor Aglareb, donc la glorieuse bataille. Donc les deux premières batailles sont des victoires pour les Noldor. En plus d'être une victoire pour les Noldor, c'est aussi un moment d'unification, de solidarité entre les Noldor, puisque c'est Fingolfin et Maedhros qui, unis main dans la main, arrivent à repousser cette attaque. Voilà, donc quand il le faut, les Noldor savent faire taire leur orgueil. Les deux clans là, des elfes se resserrent leurs troupes autour d'Angband, et donc ça encercle Morgoth, et les serviteurs et armées de Morgoth craignent les Noldor, mais Fingolfin se vantait que sans trahison entre eux, Morgoth ne pourrait plus jamais surgir de la Ligue des Eldar ni les surprendre, tout simplement. Pourtant, les Noldor ne parvinrent à s'emparer d'Angband ni à récupérer les Silmarils, et la guerre ne cessa jamais vraiment durant tout le siège, car Morgoth ourdissait de nouveaux maux, et sans cesse, il mettait ses ennemis à l'épreuve. Voilà, la situation est un peu bloquée, les Noldor ont contenu Morgoth, mais il arrive quand même à envoyer des espions, envoyer des orques qui capturent des elfes vivants, et Morgoth quand même inspire une terreur. Voilà. En gros, Morgoth va comprendre qu'il y a une sorte de désunion à l'intérieur des clans des Noldor, et ça, il va pouvoir tirer profit de ça. Et puis, il a des captifs elfes qu'il va transformer en esclaves, voilà. Et là, voilà, on ne sait pas trop ce que Morgoth fait, parce que 100 ans vont s'écouler dans une paix relative, et Morgoth va décider de mettre à l'épreuve les elfes encore une fois. Voilà, là, un groupe d'orques va se diriger vers l'ouest, le long de la côte, mais voilà, les forces envoyées sont trop faibles et sont très rapidement anéantis par Fingon. C'est même pas une guerre notée sur la liste des guerres du Beleriand. Et puis, une nuit, par la porte principale d'Angband, va surgir une créature que personne n'avait vue avant. Un truc exceptionnel. On sait pas ce que c'est. C'est un dragon de feu. Le tout premier de son espèce, sorti voilà, des machinations et des transformations et autres créatures monstrueuses inventées par Melkor. On a Glorung, quand soudain, surgissant, voilà. Son nom c'est Glorung, donc le père de tous les dragons. Mais en fait, il y a un souci, c'est que Morgoth n'avait pas dit à Glorung qu'il pouvait sortir. Et il est quand même sorti. Glorung n'était clairement pas prêt. Il n'a même pas atteint la moitié de sa taille adulte. Il est encore jeune à ce moment-là. C'est une véritable erreur. Même si les dragons ne sont pas à prendre à la légère, ce sont des créatures qui sont rusées et fourbes. On le verra bien plus tard. Glorung est très fort, très puissant. Parmi les plus puissants des dragons de son espèce, voilà. Glorung a la particularité d'être un dragon qui n'a pas d'ailes, mais son souffle de feu est très puissant et sa simple présence vous met un climat qui souille tout, quoi. Là, les dragons chez Tolkien, il y a une certaine répugnance et malice, voilà, de caractère pernicieux chez les dragons. Plus ils vieillissent et plus ils deviennent ignobles, en fait. Vraiment, les dragons chez Tolkien ne sont pas les créatures, parfois, qu'on peut voir dans certains autres univers fantasy, avec une certaine élégance. Dans certains univers, là, on est vraiment sur des créatures pas spécialement très belles. Mais surtout, comme je disais, qui sont capables de magie et je sais pas comment employer autre chose que d'un tempérament extrêmement pernicieux, manipulateur,
Voilà. Les elfes vont battre en retraite, abasourdis et consternés par ce qu'ils viennent de voir. Mais finalement, avant que le dragon ne puisse aller trop loin, Fingon arrive avec ses guerriers et va le cribler de flèches. La peau de dragon, normalement, c'est une armure, mais Glorung est encore petit. Voilà, il n'a pas encore atteint sa taille adulte et donc il s'enfuit tout de suite. Voilà, il s'enfuit. On nous dit donc que Morgoth était mécontent que Glaurung se soit révélé trop tôt. On le sait bien, voilà, pour ceux qui connaissent le Silmarillion, hein, Glaurung fera bien plus de dégâts dans les chapitres qui viendront que n'importe quel coup de griffe ou de souffle de feu. Hein. Mais là, en fait, les elfes, hein, ils viennent de voir Glaurung et ils se disent « Waouh !» Mais en même temps, ils ne le prennent pas vraiment au sérieux. Enfin, ils se sont dit « C'est quoi ce truc ?» Mais en même temps, il n'était pas si terrifiant que ça. Et en même temps, ils sont « Mais what the fuck, ça a été créé, c'est quoi ce truc ?» Et en même temps, ben, c'est un machin très bizarre. Qu'est-ce que Morgoth pourrait rêver, enfin, nous réserver encore, quoi. Mais bon, voilà que 2 siècles vont s'écouler sans conflit, à part quelques petites escarmouches par-ci par-là. Mais voilà, il n'y a pas de guerre ou quoi que ce soit, c'est plutôt calme. Et là, ben, le Beleriand va prospérer. Et les elfes s'entendent quand même assez bien là. Et vont consolider leur terre. Et c'est ici que le chapitre du retour des Noldor se termine. Voilà, c'est sûr, c'est 200 ans de paix que le chapitre se termine. Glaurung vient de se montrer et est retourné pendant 200 ans. Il va pouvoir ronfloter et grandir autant qu'il faut. Donc ça, c'était le gros chapitre hein, du retour de Noldor. Il y a énormément de choses hein, dans ce chapitre. Je suis désolée pour la quantité d'informations qu'il y a eu. L'histoire éditoriale de ce chapitre est très grande. Comme d'habitude, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails vraiment poussés hein, de ce chapitre. Hein. Mais sachez que il y a énormément d'informations dans ce chapitre. Ce qui fait que, ben voilà, ça a été long à faire hein, comme histoire éditoriale. En tout cas, pour Christopher Tolkien, ça a été un sacré challenge, ce chapitre. Donc, à peine Tolkien avait-il commencé à écrire ce qu'on appelle le conte de Gilfanon, donc le travail de l'avènement de l'humanité vers 1919, hein, qui se trouve dans les Contes perdus, qui aurait couvert les événements de ce chapitre du Silmarillion. Voilà. Mais s'il avait continué, en fait, on aurait eu beaucoup de différences qui auraient subsisté. On n'avait pas les relations des chefs Noldor, par exemple. On a des ébauches de certains événements du retour des Noldor qui apparaissent néanmoins dans une partie inachevée voilà, du conte de Gilfanon, ainsi que dans les plans des parties non écrites. On a un chef des Noldor, Fëanor, selon les versions. On a Finwë Nolemé pour d'autres qui meurent après le retour en Terre du Milieu, mais les circonstances de ces morts, ça varie assez souvent. Les Noldor combattent les orques et rencontrent ce qu'on appelle les îles Corrines dans les îles Corrines, pardon, dans ces versions. Donc c'est voilà, dans les premières versions écrites en 1919, hein, ce sont les elfes restés en Terre du Milieu, et on a les hommes. Fëanor, là où Maedhros, en suivant les versions, est capturé par Melkor, torturé, et lui est renvoyé mutilé. Et les fils de Fëanor jurent allégeance à Melkor. Les Noldor de retour et certains elfes restés en Terre du Milieu se retrouvent à la fête des retrouvailles. Hein. Cette fête existe bel et bien depuis très très longtemps hein, dans la vision de Tolkien, mais Thingol va refuser d'y assister. On a dans d'autres récits les Noldor, les îles Corrines et les hommes hein, qui marchent contre Melkor, mais Thingol qui ne veut pas se joindre à eux. Christopher Tolkien résume un petit peu ces différences et ces caractéristiques essentielles dans le livre des Contes perdus. On a dans le texte qui parle de l'arrivée des gnomes. Voilà, hein, les gnomes, c'est comme ça que s'appelaient les Noldor avant. On a un bref fragment de prose griffonné à la hâte, écrit probablement au début des années 1920, hein, que vous pouvez retrouver dans la formation de la Terre du Milieu, où les gnomes, donc les Noldor, hein, sous la direction de Gelmir, qui est peut-être un autre nom de Finwë et de ses 3 fils, dont un s'appelle Golfin, qui arrive sur les rives du lac Mithrim. Fëanor y est décrit comme un forgeron. On a déjà là plein de changements, plein de noms qui sont en train de jouer au ping-pong littéralement. Dans l'esquisse de la mythologie, hein, écrite dans les années 20, Fëanor est le fils de Fin ou Finwë et a un frère nommé Fingolfin, enfin.
Et les gnomes reviennent en 2 armées, l'une menée par Fëanor qui a atteint la Terre du Milieu au bord de navires volés, et l'autre conduite par Finwë, donc Fingon, fils de Fingolfin, qui traverse la glace broyante. Et l'intrigue de ce chapitre va enfin se dessiner. La victoire de Fëanor sur Morgoth lors de sa première bataille, sa mort après un combat contre Gothmog, la capture et le mauvais traitement infligé à Maedhros, écrit M-A-I-D-R-O-S à ce moment-là. On a l'arrivée de Finwë, donc Fingon, au lever du soleil, le campement des 2 armées sur les rives opposées du lac Mithrim, la retraite des orques vers Angband, la détermination de Fingon à réparer la brèche et le sauvetage de Maedhros. On a la rencontre des Noldor et des elfes qui sont restés en Terre du Milieu. Et là, à peu près, ils rencontrent les hommes au même moment. Donc, voilà. On a de nombreux Noldor qui se mettent au service de Thingol, au Doriath. On a Felagund, donc Finrod, le fondateur de Nargothrond, qui, lui, n'apparaît pas encore, parce que Nargothrond est fondé par 2 fils de Fëanor, Celegorm et Corufin. Le siège d'Angband, lui, est brièvement évoqué. On a Glorung, écrit G-L-O-R-U-N-G, ou parfois, suivant les versions, Glomund ou Glaurung, comme vous l'avez dans le Silmarillion. Lui, il n'apparaît que très tard dans le récit. Il faudra attendre la Quenta Noldorinois en 1930 pour qu'on retrouve la malédiction de Morgoth lancée par Fëanor qui meurt. Le commandement de la seconde armée des Noldor par Fingolfin, son fils Fingon et aussi Felagund. On a l'établissement des fils de Fëanor à l'est, où ils font la guerre aux nains. On a la rencontre des Noldor avec des elfes dits noirs, avec lesquels se tient une fête de la rencontre. Puis les hommes. Donc c'est noir, mais c'est dark, hein. C'est dark elves, hein. C'est les elfes sombres, voilà. On a Felagund, qui là va fonder Nargothrond après la levée du siège d'Angband, qui semble durer très longtemps, voilà, plus longtemps que les versions précédentes. Puis on a d'autres récits, d'autres textes, parce que Tolkien il aime bien faire des annales où il met les dates les unes après les autres. Et dans les premières annales de Valinor et celles du Beleriand, qui sont écrites au début des années 1930, on a un cadre chronologique qui nous est donc fourni pour tous ces événements-là. Ainsi, on a Fëanor qui revient en Terre du Milieu en l'an 2995, en ère Valienne. On a la première bataille qui enfin s'appelle la bataille sous les étoiles. Voilà, et on a sa mort qui nous est mise. On a Maedhros qui est capturé 2 ans plus tard, pendu au poignet 1 année plus tard. La lune et le soleil arrivent lorsque Fingolfin atteint la Terre du Milieu et les années du soleil commencent. Fingon qui sauve Maedhros, le festin et les jeux des retrouvailles qui ont lieu en l'an 20, qui réunissent les Noldor, les elfes Nandor, les elfes des Havres et les ambassadeurs de Thingol qui arrivent, etc., etc. Donc là, on a le chapitre qui, dès 1930, dans les annales, commence à prendre forme comme la version que vous avez dans notre Silmarillion. Je continue un petit peu plus loin. La plupart donc des éléments du chapitre étaient déjà présents lorsque Tolkien va commencer vraiment l'écriture de son premier Silmarillion au milieu des années 1930 en s'appuyant sur la Quenta Noldorinois, mais en intégrant aussi des informations issues des annales où, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'informations du chapitre que nous avons dans le Silmarillion qui sont reprises. Voilà, le chapitre justement que Tolkien écrit qui s'appelle Du siège d'Angband est écrit dans un style un petit peu plus étendu et a des détails supplémentaires. Notamment le sauvetage de Maedhros par Fingon, il est environ 2 fois plus long à ce moment-là. Maedhros qui demande pardon à Fingolfin pour l'avoir abandonné et renonce à toute prétention au trône. On a Ulmo qui arrive aussi responsable des rêves de Turgon et Inglor à ce moment-là, qui est Felagund, le futur nom de Finrod, donc à ce moment-là. Parce que oui, Finrod, il a changé plein de fois de nom dans les brouillons, c'est insupportable. Et ce qu'il y a aussi comme grosse différence par rapport aux autres textes qu'il a écrits, c'est que Morgoth chasse le dragon Glomund, à ce moment-là, mais Glorung d'Angband contre son gré, avant qu'il n'ait atteint sa taille adulte. Mais donc, après avoir écrit Le Seigneur des Anneaux, la Tolkien, il avait laissé un peu ses textes du Silmarillion de côté, et il va se remettre à écrire son Silmarillion vers 1951, où il va se limiter principalement à des corrections par rapport à ce qu'il avait déjà fait, mais il va mettre quand même quelques ajouts.
Il va rajouter notamment le séjour de Galadriel au Doriath, où elle apprend beaucoup de Melian, ainsi que des récits plus détaillés de l'arrivée de Fëanor en Terre du Milieu, la fondation de Nargothrond, la découverte de Turgon de Tumladen, etc., etc. Donc il faut attendre 1951 pour avoir d'autres informations qui sont rajoutées, plus de détails. Mais comme je vous disais, la structure principale du chapitre nous vient de 1930. D'autres passages sont presque intégralement tirés de ce qu'on appelle les annales grises. Par exemple, la blessure et la mort de Fëanor, la visite d'Angrod à Thingol, la réaction furieuse de Caranthir au message de Thingol, etc., etc. Mais Christopher Tolkien a fait des choix éditoriaux ici, comme souvent, il doit le faire ici, en faisant beaucoup de mises à jour de noms et la suppression de certaines tournures de phrases très archaïques en fonction du moment où Tolkien les a écrits. L'un des problèmes qu'il va y avoir, c'est... Je crois que vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais tout ce qui est lié aux nains, avec notamment le Nauglamir, qui va découler jusqu'à la ruine du Doriath, c'est des problèmes très majeurs chez Christopher dans son récit, parce que la ruine de Doriath, c'est un chapitre qu'il a dû écrire quasiment complètement. Et là, on est en train de poser les pierres voilà, le petit battement d'ailes de papillon qui va entraîner la chute du Doriath, en fait. Donc, il va ajouter, après avoir relaté la construction de Nargothrond, que les nains avaient confectionné le collier pour Finrod. Et pour le Silmarillion, il adapta la description de celui-ci tiré des contes perdus. Donc voilà, le Nauglamir n'était pas censé être là. Mais ça, Christopher n'a pas eu le choix. Il a dû le mettre là. Au même moment, Christopher, en se basant sur des notes qu'il a retrouvées, va préciser que Finrod n'était pas le premier à habiter les grottes près du Narog. Il ajouta également que la principale raison pour laquelle Galadriel était restée au Doriath et n'avait pas rejoint son frère à Nargothrond était son amour pour Celeborn, parent de Thingol, retenant cette information parmi différents textes que Tolkien avait écrits donc, de son vivant. Et voilà pour l'histoire éditoriale de ce chapitre qui, comme vous le voyez, vous ne soupçonniez pas que Christopher Tolkien avait dû vraiment ici... Autant les autres chapitres, Christopher n'avait jamais rien inventé. Autant ici, on est avec le premier événement majeur qui a des conséquences bien plus tard, qu'il doit être ajouté. Le Nauglamir doit être ajouté ici pour que l'histoire puisse tenir. Donc là, c'est vraiment marquant. Voilà. Donc voilà, l'histoire éditoriale du chapitre du Retour des Noldor est terminée. J'espère que vous vous rendez compte du travail de fourmi qu'a dû faire Christopher Tolkien pour nous donner cet ouvrage. Voilà, et en tout cas ce chapitre qui est très très lourd en informations mais qui est exceptionnel en action. Voilà, donc... Le Retour des Noldor est terminé. La semaine prochaine, ce sera un épisode un petit peu particulier parce que là, ça va être le gros chapitre sur la géographie du Beleriand. Donc là, je serai dans... Voilà, la manière dont je vais expliquer ça sera fait sous base de cartes. Donc ce sera assez différent de ce que je fais ici habituellement, juste à vous parler des histoires. Là, on sera basé sur des cartes principalement. Donc voilà, la semaine prochaine, si vous voulez en savoir plus sur la géographie du Beleriand, il faudra venir. En tout cas, merci chers voyageurs en Terre du Milieu de m'avoir accompagné pour ce 15e épisode du Silmarillion, 13e chapitre de la Quenta Silmarillion. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Après...